Bonjour, je m'appelle Jean-Charles, j'ai 48 ans et je mange seul. Bonjour, je m'appelle Sophie et je mange seule. Bonjour, je m'appelle Alice et je mange seule. Bonjour, je m'appelle Fab et je mange seul tous les matins. Bonjour, moi je m'appelle Emmanuel et je mange seule. Bonjour, je m'appelle Axel, c'est la première fois que je viens ici et moi aussi je mange seule. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance d'écoute et de soutien des mangeurs solitaires. Comme vous le savez, si on est réunis aujourd'hui, comme toutes les semaines, c'est pour parler de cette tendance qu'on a tous dans cette pièce à manger seul, que ce soit chez nous ou au restaurant. Mais avant tout, rappelez-vous, on n'est pas seul. Tous, autant qu'on est dans cette ville, dans ce pays, sur ce continent, on est de plus en plus solitaires devant nos assiettes. Apparemment, 40% de nos repas mangés à l'extérieur se passeraient seuls, selon une étude française. Et aux États-Unis, au début du siècle, il n'y avait déjà plus que 3/4 des repas qui se faisaient ensemble. Et la tendance continue à évoluer. Avec nous pour en parler aujourd'hui, on accueille deux alliés, deux soutiens. Rana de Rover, elle est sociologue de l'alimentation, et Olivier Watley, anthropologue. Et vous qui êtes peut-être trop timide pour parler aujourd'hui, vous écoutez Salade Tout, le podcast qui cuisine le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secret des fourneaux, sociologie des bistrots, on prend le temps d'un café pour tailler un bout de gras sur ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Elisabeth Debourgs et je suis Axel Mine. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Bon, personne n'ose se lancer aujourd'hui. Si c'est comme ça, je vais commencer comme ça, ça va détendre un petit peu l'atmosphère. Je crois que j'ai un problème avec le fait de manger seule depuis la cour de récré. En primaire, j'avais une meilleure amie, elle s'appelait Aline et on était inséparables, mais comme des gamines quoi. Et ma grande peur, c'était qu'Aline soit malade, qu'elle soit absente et que je me retrouve toute seule sous le préau devant mes tartines, jambon, fromage, ketchup. Évidemment, ça arrivait quelques fois et c'était vraiment l'horreur. J'angoissais à l'idée que la cloche sonne et qu'il fallait que je trouve une nouvelle bande de boîtes à tartines pour pas manger seule. Alors, qui se lance maintenant ? Alors je me rappelle la première fois que j'ai mangé seule, mais ce n'était pas une décision. J'étais étudiante, je venais de quitter chez mes parents et donc je me retrouvais seule d'une certaine façon face à moi-même dans mon petit appartement microscopique de 12 mètres carrés. À l'époque, je ne savais pas du tout cuisiner et donc j'ai mangé du popcorn. Voilà, avec du Saint-Marcelin, il faut le savoir. Et donc c'était mon premier repas toute seule face à moi-même et à ce moment-là de mon histoire, c'était un peu traumatisant. Je me souviens pas exactement de la première fois, mais c'est vrai que quand j'étais petite, ça m'arrivait souvent de manger seule le matin. Je préparais le café pour ma mère qui se levait un tout petit peu après moi. Et en fait, c'est marrant parce que je me rends compte que c'est un rituel que j'ai gardé maintenant en étant adulte. C'est toujours la première chose que je fais le matin en me levant, faire couler un café et manger seule avant de commencer la journée. Ah, attendez, on a une retardataire. Bonjour Martine, installez-vous. Vous avez été voir Jacques ? Et d'ailleurs, comment ça se passe, les repas, depuis qu'il est en maison de repos ? C'est pas gai du tout. J'ai jamais mangé seul. J'ai eu une famille, du monde, des enfants, des petits-enfants. Tout à coup, je suis seule, j'ai horreur de ça. Je déteste. Je le fais, et je me fais des bons repas. Je ne bâcle pas. Je me fais des très bons plats, et j'ai faim. Le moral y est, mais c'est pas gai. Donc quand j'imagine manger, j'imagine pas manger seul, non. C'est associé clairement à la solitude, à la peine, à la tristesse. Typiquement, tu vois, la vieille fille ou les personnes âgées qui mangent seules parce que veufs ou parce que délaissées. Ouais, j'ai un souvenir de mon grand-père en maison de retraite, comme ça, où on arrivait au moment des repas parfois et il mangeait tout seul dans sa chambre, donc... Puis ouais, je me dis peut-être que les gens ont peur de ce que peuvent penser les autres personnes quand elles les voient manger seules. Peut-être qu'elles vont se dire si je mange seule, est-ce que les gens vont croire que j'ai pas d'amis ou que j'ai personne avec qui aller manger J'ai pas trop envie de ramener ma science parce que c'est la première fois que je viens ici, mais en fait c'est normal si vous avez une mauvaise image des gens qui mangent seuls. Parce qu'avant GSM ou Facebook et même les hologrammes d'hommes politiques, dans les sociétés traditionnelles, c'était les fous et les ermites qui mangeaient seuls. Il y avait aussi les rois, mais eux, on les regardait se coinfrer comme dans un spectacle.
Donc je comprends, personne n'a envie de ressembler à un méchant de Game of Thrones ou à un vieux bonhomme qui court tout nu dans la forêt. Merci Axel, merci de nous rappeler à quel point manger seul est un fléau. Oui, enfin, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Du moins en termes d'image en société. Parce qu'aujourd'hui, si dans ce groupe, on essaye tous d'arrêter de manger seul, c'est parce que ça nous pèse. Les autres, là, qui nous regardent comme si on était des pauvres petites choses affamées d'amour, ça me donne l'impression d'être Steve Martin dans Manhattan Solo. Oui. Avez-vous une table pour dîner? Mais très certainement, monsieur. Combien êtes-vous? Je suis tout seul. Vous êtes seul? Suivez-moi, monsieur. Steve Martin qui mange seul en smoking, c'est une chose. Mais vous avez déjà remarqué à quel point les femmes ont l'air misérables quand elles sont filmées au restaurant non accompagnées? Dans ma tête, il y a Rachel de Friends qui revient d'un dîner en solo et qui se retrouve face à un Chandler qui lui dit clairement qu'il juge les femmes qui mangent seules en public. Je pense aussi à Carrie dans Sex and the City qui se retrouve seule et toute penaude à la table d'un resto le soir de ses 35 ans. Et puis il y a la classique, là, la Bridget Jones, le cliché de la vieille célibataire qui mange un pot de glace dans son lit. On dirait que la seule qui a l'air de prendre son pied seule à table, c'est Julia Roberts dans Eat, Pray, Love. En même temps, moi aussi, si j'étais seule à Rome devant un spaghetti al ragoût, le premier qui dit bolognaise, j'étrangle, moi aussi je me mettrais à l'opéra. Oh, j'avoue. Et en même temps, imagine la même scène avec Julia en train de lécher une glace italienne ou manger une banane. Enfin, tu vois le malaise? De toute façon, on n'a jamais trop aimé montrer des femmes qui mangent, seules ou pas. Prends la peinture classique par exemple, pleine de Bacchus en train de se remplir la panse. Il faut chercher pour trouver le même tableau avec des femmes. Alors sortir de chez elle pour s'envoyer un cas de service devant tout le monde. Tiens, Rana de Rover, en tant que sociologue de l'alimentation et femme, un avis sur la question? Les gens qui choisissent de s'auto-exclure, ça reste quelque chose d'incongru. Après, il y a une autre dimension qui renvoie en fait au fait que le manger, c'est vraiment l'assouvissement d'un besoin primaire, comme en fait respirer, mais aussi l'acte sexuel. Et donc, c'est entre autres pour ça que les sociétés ont très fort codifié l'acte de manger comme l'acte sexuel, donc qui, quand, comment, pourquoi, à quelle place, dans quelle situation, dans quelle pièce. Et donc, si on mange seul, c'est en quelque sorte choisir de se faire du bien juste à soi et de refuser de créer un lien avec quelqu'un. Manger avec quelqu'un, ça crée des liens. Prendre du plaisir pour soi-même en le décidant tout seul, ça reste étrange, mal vu. Mais bon, faut avouer que tout le monde ne choisit pas de manger seul non plus. Il y a aussi ceux qui le subissent. Je pense qu'aujourd'hui, manger, c'est devenu une activité sociale. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la solitude ou qui peuvent en avoir peur. Et à mon avis, quand tu te retrouves, si t'es dans ce cas-là et que tu te retrouves seul face à ton assiette, c'est un peu peut-être, ça peut être un miroir de ta solitude. Si c'est un moment, si c'est une solitude que tu n'as pas choisie. Les premières semaines de garde alternée, effectivement, c'était compliqué. Pas simplement pour le fait de manger seul, parce que j'avais été quitté. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui se mélangeait. Et le fait de manger seul me renvoyait effectivement le fait d'avoir été quitté. Auparavant, ça ne me dérangeait pas de manger seul, et maintenant, ça ne me dérange pas de manger seul non plus. Donc je pense que c'était vraiment lié à cette période de ma vie, quoi. Et c'est normal, parce que plus que répondre à des besoins biologiques, manger, c'est aussi une affaire sociale. Vous allez vraiment me prendre pour une première de classe là, mais je me suis renseignée avant de venir. Et le fait de partager son repas avec quelqu'un, ça s'appelle la commensalité. Si on y pense, ce qui nous caractériserait peut-être le plus, nous les humains, c'est ce besoin de socialiser autour de notre alimentation. On le faisait déjà pour la cueillette au temps des hommes de Cro-Magnon, et on le fait toujours chez mamie pour la lasagne du dimanche. Puis la table, c'est un endroit où on apprend plein de choses. Les derniers potins d'une bande de potes, certes, mais aussi des règles sociales de base, comme en laisser pour les autres ou ne pas manger la bouche pleine, et donc attendre un petit peu avant de l'ouvrir. Ah oui, Olivier, Olivier est anthropologue et il a travaillé avec des chefs et des cuisinistes sur des questions d'alimentation. Le fait de manger, de ne pas manger seul, en fait, c'est quelque chose qui est très très fort dans les aires un peu latines. En France, ils en sont particulièrement fiers, ils ont réussi même à labelliser à l'UNESCO ce principe-là. Et dans d'autres cultures, c'est pas du tout le cas. Alors après, ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, manger seul, c'est devenu plus ordinaire, en fait. Il n'y a pas une explication, il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs qui sont souvent citées. Une des raisons qui a été donnée, c'est de dire, à cause du travail, la façon de travailler fait que
on va être plus souvent invité à devoir manger dans des temps contraints, dans des situations où on n'a pas forcément un groupe de collègues avec lesquels on va se retrouver pour manger. Et donc ça a libéré un peu le principe que c'était tout à fait normal de pouvoir manger seul. Et un autre phénomène qui explique ça, c'est le fait que les normes du bien manger, qui sont quand même dans nos pays très liées au fait que c'est la mère de famille qui doit s'occuper du foyer, qui doit s'occuper de donner à manger à tout le monde, eh bien, elle se transforme progressivement. C'est devenu moins un rôle de femme. Et en fait, c'est extrêmement épuisant de devoir faire à manger pour tout le monde. C'est compliqué, il faut trouver des bonnes idées, etc. Et donc, il y a un peu une libération de cette contrainte-là. Et donc, si on peut se libérer de cette contrainte, eh bien, on peut manger un peu plus facilement ce qu'on veut, prendre en compte le fait que les familles sont de plus en plus des familles recomposées aussi. Ça, c'est un troisième phénomène très très important. Ce qui fait que c'est plus compliqué de dire on mange tous ensemble au même moment. On va plutôt dire chacun peut amener ce qu'il veut et finalement avec sa propre temporalité, son propre rythme. Ouais, c'est clairement les familles qui ont signé la fin des repas ensemble et dès le petit déjeuner. Là où maman préparait des œufs pour papa, les enfants et chien-chien, maintenant elle s'enfile une barre de céréales sur le chemin du boulot. D'ailleurs, ça me fait penser à cet article du Washington Post qui raconte qu'aux États-Unis, la fin du petit-déj familial a particulièrement touché la demande en jus d'orange et en lait. Et c'est aussi là-bas qu'on a inventé les fast-foods du petit déjeuner au fond. Moi, je me demande quand même si on est vraiment, vraiment seul quand on mange seul. Je sais pas vous, mais moi j'ai la fourchette dans une main, le téléphone dans l'autre, parfois je cale un livre sous mon coude ou sous le bord de mon assiette. Bref, en fait, j'ai vraiment du mal à me retrouver seule avec moi-même. Sophie ? Même si c'est pas très pratique de manger et de chatter en même temps. On peut être avec des amis qui sont loin aussi, rien que par la magie des conversations, avec les smartphones aussi, maintenant beaucoup plus être connecté sur les réseaux sociaux. Puis, il y a quand même des relations qui se nouent, parce que ce serait quand même présomptueux, mais tu rencontres quand même les serveurs, il y a quand même des échanges qui se tiennent avec les gens là, et en général, les gens sont sympas. Moi, j'aime bien aussi, quand je suis seule, regarder les gens des tables à côté, écouter un petit peu ce qui se dit et tout ça. C'est aussi rentrer un peu dans l'intimité des gens, mais c'est gai, je trouve. Ah tiens, justement, à l'inverse, vous êtes jamais demandé ce que les restaurateurs y pensaient de nous quand on venait manger seul chez eux ? J'ai lu dans l'Obs qu'ils nous appelaient les As, ça veut dire un en latin. Mais j'ai aussi demandé à Mathilde Hatt, c'est la gérante du restaurant Le 203 à Bruxelles, comment elle gérait ses réservations pour un, parce que j'avais remarqué qu'ils avaient ce fameux comptoir, vous savez, pas mal à la mode en ce moment, où on s'assoit seul si on en a envie. Et elle m'avouait que ces personnes-là lui renvoient toujours un peu une image de solitude et de tristesse, même si elle sait que c'est pas forcément la réalité. Du coup, tout le monde est aux petits oignons pour eux, et c'est d'ailleurs le chef qui les sert personnellement. On leur déroule le tapis rouge, même s'ils font perdre au restaurant un couvert, ce qui est pas négligeable quand on a une petite table comme celle-là. Elle m'a dit qu'elle pensait qu'ils étaient environ 2 mangeurs sur 40 le soir, et que c'était souvent des hommes alors que les femmes viennent plus tôt le midi. Leur point commun, c'est qu'ils se font tous plaisir, puisqu'ils doivent partager avec personne d'autre. L'air de rien, en discutant avec elle, même si elle, ça l'attriste, moi j'ai quand même fini par me dire qu'il n'y avait pas tant de raisons de nous prendre en pitié. Le comptoir, franchement, c'est quand même la meilleure place, non ? Alors, je ne sais pas si c'est une problématique qui s'est vraiment posée chez beaucoup de cuisiniers, de se dire est-ce que je vais pouvoir autoriser ma clientèle à manger seule ou pas. Je ne pense pas non plus que le besoin ait été exprimé comme ça. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que on est dans une période où la gastronomie, le culinaire, on joue beaucoup avec les codes. Et c'est une forme d'élitisme gastronomique de pouvoir jouer, mixer avec les codes, de passer d'un côté brasserie, quasi maison, avec la très haute cuisine. Et donc, qui dit jouer avec les codes, dit jouer avec le design en propre des lieux, et donc autoriser d'autres formats, d'avoir des endroits où on va pouvoir se retrouver de manière un peu moins protocolaire que dans le guide Michelin, et une certaine vision de la cuisine qui est très très normée. Et donc, ce côté bricolage un petit peu autorise à plus de diversité. Et en même temps, si on parle vraiment du lieu cuisine, là, récemment, j'ai travaillé pour un cuisiniste, justement, sur des évolutions de ces espaces de vie. Et on observait un peu l'inverse, à savoir, par exemple, que on passait beaucoup de cuisine avec un îlot central, et maintenant, on revient à la table, avec l'idée qu'on va réunir les gens autour de la table et on va essayer de manger ensemble. Mais précisément parce que c'est quelque chose qui devient un peu plus rare. Donc, ça redevient une valeur qu'on veut retrouver, en fait. Les professionnels, c'est une grosse partie de la clientèle de beaucoup de restaurants, et donc pouvoir accueillir des gens qui sont en déplacement, qui sont aussi qui emportent de plus en plus tout ce qui est nourriture emportée, ça prend de l'ampleur. Pouvoir gérer un peu j'ai 20 minutes, comment je fais pour manger en 20 minutes, ça devient une vraie contrainte, et donc il y a une adaptation à ceci. D'ailleurs, vous aviez testé le restaurant Eenmaal à Amsterdam ?
En gros, c'était un restaurant qui permettait aux gens qui se sentaient vraiment submergés par la technologie de manger seuls face à eux-mêmes, même parfois face à un mur. Et un peu plus récemment, je crois qu'il y a eu une autre version au Bourse à Bruxelles. Là, le dîner était appelé Dinner for One et le même principe, c'était de manger seul. Je crois même que les smartphones étaient interdits sur la table. Alors, grosse révolution. Tiens, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours vu ça comme un repas perdu, en fait, de manger tout seul. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça peut aussi être considéré comme, je sais pas, une petite révolte, un truc pour soi, ou une transgression des normes, des interdits. Et ça, j'aime bien le concept. Je me rappelle la première fois où j'ai mangé seule au restaurant le soir, je me suis sentie vraiment fière. Enfin, fière est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas accomplie. Quand je suis sortie de là, je me suis dit que si j'arrivais à manger un vrai repas, pas juste une planche de charcutes ou un petit snack sur le pouce, toute seule en public et de manière aussi libérée, franchement, qu'est-ce que je pouvais pas faire ? Oui, Sophie ? Mon meilleur souvenir où j'ai mangé seule, c'était en juin 2012. Je terminais une session d'examen de droit, des études que je faisais en plus de mon boulot. Donc j'étais super stressée. En plus, mon compagnon était à l'hôpital à ce moment-là. Donc c'était vraiment la fin d'une session de dingue, quoi. Et donc du coup, j'ai sorti de là euphorique et je suis allée manger toute seule puisque mon compagnon était à l'hôpital. Et je suis allée manger une pizza dans un de mes restaurants préférés, à la Louvière. Et voilà, je me suis retrouvée à cette table, seule, dans un coin, à rire et à pleurer en même temps, parce que j'étais tellement contente que ça soit fini. Genre, je ne croyais pas mes yeux ni mes oreilles, de me dire que ça y est, c'était fini, j'avais réussi et tout ça. Et rien que d'y repenser, il fait super chaud, mais j'ai quand même les poils qui se dressent, parce que c'était vraiment super, quoi. Je pense que manger seul, c'est prendre soin de soi, parce que... comme je disais, c'est un moment aussi avec soi-même. Alors évidemment, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec soi-même, mais c'est un moment d'introspection aussi, de se poser. On vit quand même des vies qui sont super énergiques et électriques, et donc de temps en temps, juste se dire bon allez, pose-toi là, prends le temps de manger quelque chose que t'aimes bien, de choisir vraiment ce que tu préfères. Oui, c'est une façon de prendre soin de soi. Ça, je suis persuadée, oui. Oui, bien sûr, il y a des bons moments que je me crée. Par exemple, hier soir, j'ai mangé des toasts au saumon fumé bio avec du champagne. C'était pas triste. C'est vraiment un moment que tu peux prendre pour toi. J'aime bien essayer de vraiment prendre conscience de ce que je suis en train de manger. Et du coup, ça me fait du bien, en fait, de me rendre compte que ce que je mange, c'est du vivant et qu'il y a eu du travail derrière et que ça vient de la Terre et que ça vient de notre planète. Ça me fait du bien, ouais. Ouais, du coup, pour moi, ce serait vraiment une victoire quasiment que d'arriver à manger seul et y prendre du plaisir et faire un break, prendre une parenthèse, prendre un moment pour moi. Mais voilà, pour le moment, c'est pas du tout encore le cas. Mais j'imagine bien que chez des gens, ce soit poser un acte, ce soit couper sa journée, prendre une heure pour soi et s'assumer seul et heureux parmi les gens dans un resto ou même tout seul chez soi, quoi. Olivier Wathelet, votre avis d'anthropologue ? C'est ça qui est assez drôle avec le fait de manger ensemble. Ça a été vraiment un moment, peut-être un peu une libération, de s'affranchir de l'obligation de devoir manger à toute la famille au même moment la même chose, de devoir anticiper cette préparation-là qui est très lourde cognitivement. Donc c'est devenu une libération. Et puis maintenant, à l'inverse, on fait un apéro de quartier, un repas de quartier pour marquer des solidarités qui n'existeraient plus. Donc on est toujours dans ces mouvements de va-et-vient et chaque acteur finalement essaie de redépasser le précédent. Mais ce qui est très juste, c'est que il y a des normes très très fortes derrière et que les contre-normes, à un moment donné, redeviennent un peu la nouvelle façon, un peu mainstream de faire. Et voilà, on est toujours un peu dans ce décalage. Alors, est-ce que demain, on mangera encore ensemble ? C'est évidemment impossible à prédire, mais on peut imaginer les deux tendances tout à fait différentes, en fait. Si on veut extrapoler, pousser un peu des tendances qu'on observe aujourd'hui, on peut imaginer une tendance qui est très, très importante, qui est celle de la personnalisation de la nourriture. Ça va être la nutrition personnalisée, par exemple, le Quantify Self, toutes ces choses qui fait que on mange vraiment pour soi en fonction de son besoin spécifique du moment. Et tout ça concourt à faire que finalement, c'est ma ration alimentaire à moi qui prime. Les imprimantes 3D alimentaires, c'est aussi un sujet qu'on voit arriver dans les entreprises. Donc si on le pousse un peu, on pourrait se dire finalement on mange quand j'en ai besoin, la portion qui me correspond, et ça forcerait beaucoup à casser le fait de manger ensemble.
Et à l'inverse, on voit aussi finalement beaucoup de foyers, quand les temps sont un peu plus complexes, quand les temps sont un peu plus durs, se retrouvent à nouveau ensemble pour partager justement, parce que c'est une forme de refuge en fait. Et donc, on oublie que les populations les plus précaires, elles ont ce besoin-là très très fort aussi de partager, de se retrouver, et pour elles, c'est une nécessité plus forte que pour nous qui n'ont pas l'habitude de nous projeter de cette manière-là. Donc en fait, les deux tendances pourraient prendre le pas. Il y a vraiment des bonnes raisons de croire qu'on pourrait ne plus manger ensemble ou à l'inverse se réfugier dans le fait de manger dans des petits groupes de gens qu'on apprécie. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir au fond ? Est-ce qu'on pourrait pas manger de temps en temps avec soi-même, puis parfois avec les autres, mais pas pour les mêmes raisons ? Je crois que c'est ça. Faut être réaliste, c'est impossible de manger toute une vie avec les autres, comme c'est impossible de manger qu'avec soi-même. Et pourtant, si on comprend dès le début que ces deux actes se nourrissent l'un l'autre, j'ai l'impression que ça prend tout son sens. Quand on y pense, si on enlève l'aspect purement nutritif, si je mange seule, c'est peut-être parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi, ou que j'ai envie de manger un plat très particulier, ou encore de pouvoir apprécier les choses à mon rythme. Alors que si je mange avec les autres, c'est probablement parce que je veux me gorger de leurs échanges et me nourrir de quelque chose de plus impalpable. Parfois c'est une expérience géniale, parfois c'est franchement nul. Alors vous savez quoi ? Devant vous, là, maintenant, je fais la promesse de continuer à manger seule, de continuer à apprécier ou non mes repas en solitaire, pour me donner une chance de mieux manger avec les autres. Vous venez d'écouter Salade Tout, le podcast belge et vorace qui vous fait faire le tour de votre assiette. Si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode, puis tous les autres aussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salade Tout Podcast pour nous raconter vos pires ou vos meilleurs repas en solitaire. À tout bientôt, chez nous ou chez vous. Ce podcast est une coproduction de la RTBF et du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a été cuisiné par Elisabeth Debourse et Axel Ming. Avec nous dans la brigade, Simon Lens au son et Paul Maric au générique.